Avez-vous déjà volé un truc dans votre vie? Allez, bon, gardez la réponse pour vous, ça ne me concerne pas. Mais pensez-vous qu'il soit possible de voler un énorme avion de la taille d'un Airbus A320? Eh bien, pour certains industriels chinois, cela ne semble pas du tout être un défi insurmontable. Comment, et surtout pourquoi, me direz-vous? Eh bien, cette vidéo va nous faire vivre plusieurs aventures. De l'espionnage, des arnaques, des positions tranchées de Trump sur la Chine, comme à son habitude, des déclarations musclées d'Elon Musk sur le désintérêt des brevets, des personnages bizarres, qui sont par exemple la fusion de Mario et de Sonic, et même un retour en enfance avec l'école. Et tout ça pour comprendre pourquoi apprendre à copier pourrait vous offrir potentiellement un atout considérable. Un jour, un énorme avion Airbus A320 a été temporairement volé sur le territoire chinois. Franchement, je vous laisse imaginer la tête du fabricant français de l'avion qui a disparu un beau jour pendant plusieurs mois entre la fin 2006 et le début 2007. Et puis c'est clairement pas le genre d'objet qu'on peut cacher facilement dans sa poche. Comment ont-ils réussi le coup? Cet énorme avion qui peut transporter plusieurs centaines de passagers a été tranquillement acheté par une compagnie régionale chinoise qui faisait des vols internes avec. Il était au départ attendu tout simplement pour un rendez-vous de maintenance de routine, quand tout à coup, plus de traces de l'avion. Plus rien. Celui-ci ne s'est pas présenté à l'entretien de maintenance. Alors non seulement il n'était pas au rendez-vous, mais en plus il avait complètement disparu des écrans de radar. Vous vous dites, avant de crier au loup, vérifions si l'avion ne s'est pas écrasé. Vous avez raison, c'est une bonne hypothèse. Mais pourtant non, aucune trace d'avion écrasé au sol, pas de débris, rien. Le fabricant d'Airbus s'inquiète, et puis plusieurs semaines plus tard, un beau jour, cet avion réapparaît en parfait état de marche sur le tarmac d'un aéroport chinois. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il n'y a aucune certitude à ce sujet, mais l'hypothèse la plus probable, si on applique le rasoir d'Occam, serait que l'avion a été caché secrètement sous un hangar, puis disséqué par des techniciens chinois afin d'étudier tranquillement chaque composant de l'avion. Dit autrement, le but c'était bien de pouvoir copier le modèle de cet avion. Et cette tactique a contribué au lancement du premier avion fabriqué en Chine, qui est sorti cette année. Il est désormais disponible à la vente si vous voulez en acheter un, si vous avez une petite compagnie aérienne à gérer. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau, figurez-vous, à l'avion du fabricant français. Ça ressemble en gros à un Airbus, quoi. Dans cette vidéo, on va voir si la pratique de la copie est critiquable d'un point de vue éthique et si elle est utile pour devenir meilleur dans notre capacité à résoudre des problèmes et à innover. Alors oui, on a dû vous le dire souvent, copier, c'est mal. On a tous en tête ce camarade qui fait écran avec sa main pour qu'on ne puisse pas regarder sa copie. Et ce camarade, c'était peut-être vous d'ailleurs. Mais oubliez tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que copier a plus de valeur que ce qu'on vous a vendu à l'école. On vous a rabâché qu'il ne fallait pas copier, que c'était mal. Mais ce que votre prof ne vous a pas dit, c'est que non seulement la copie ne fera pas de vous un idiot, mais en plus, elle pourrait bien faire de vous un très bon innovateur. Parce qu'en réalité, copier, c'est un des secrets majeurs de l'innovation. Et c'est ça que nous apprend l'exemple chinois. Alors évidemment, quand on pense copie chinoise, on pense Wish, on pense low cost, on pense produits tout pourris qui vont finir dans nos décharges, et au début on se marre. La Chine adore depuis très longtemps copier tout ce qui peut l'être. Des noms, des designs, des modes de fabrication et même des réseaux sociaux. Les modes de distribution d'IKEA ou d'Apple ont été copiés. Si vous connaissez l'enseigne de grande distribution Walmart, vous allez rigoler en découvrant la copie chinoise qui s'appelle Walmart. Franchement, ça sonne un peu ringard d'aller jusque-là. Il y a un côté un peu presque paresse intellectuelle de leur part qui est assez amusant. Un peu comme s'ils avaient eu carrément la flemme de créer un nom original, quoi, en changeant juste quelques lettres. Vous connaissez toutes et tous le jeu vidéo Mario et le jeu Sonic. Eh bien, des développeurs de jeux chinois avaient fait à l'époque une combinaison des deux. Je vous présente Somari. Voici aussi Molkart sur téléphone, librement et largement inspiré de Mario Kart. Molkart, c'est vraiment dégueulasse comme nom en français, on est bien d'accord. Alors là encore, ça donne un petit côté, on a la flemme de penser à un concept de course de karting original. Mais attendez de voir. Qui dit jeu vidéo, dit console de jeu, voici la reine du style, la Polystation. Tout pareil, mais pas pareil. Voici la Porsche Cayenne, et non, c'est la copie, l'original, c'est elle, qu'importe, moi j'arriverai pas à les reconnaître. À ce stade-là, vous vous dites, il ne copie que des voitures classe, eh bien détrompez-vous, il y a aussi le fleuron de l'automobile française qui est copié, j'ai nommé la Renault Twizy. Non, mais je blague, elle a vraiment des super aspects, elle consomme pas beaucoup, elle est toute petite, elle est parfaite pour certains usages. Bon, les Chinois ont eu la chance aussi de découvrir de faux Apple Store, sans produits Apple bien sûr, et aussi de faux Ikea, avec le même code couleur bleu et jaune, les mêmes meubles, les mêmes sacs, les mêmes petits crayons de bois, et bien sûr cette même façon de vous faire circuler qui vous fait perdre une plombe, tout y est. En architecture, eh bien, tout peut se copier aussi, ça s'appelle la duplitecture.
L'objectif est de satisfaire l'envie de la classe moyenne chinoise de découvrir le monde. Cela leur permet de le faire sans avoir à sortir du pays et peut-être aussi sans avoir à fréquenter trop d'opinions démocratiques et libérales. Car si les Chinois ont une assez forte liberté économique, le régime verrouille bien méticuleusement certaines libertés des mœurs. Laissez-moi être votre guide touristique. Voici Paris avec sur votre droite l'original et sur votre gauche la copie. Et voici Venise avec toujours sur votre droite l'original et toujours sur votre gauche la copie. Les Chinois ont même copié vous l'avez deviné, la Maison Blanche. Eh bien non, ça c'était un piège cette fois-ci, parce que ce sont les Américains qui ont copié un très joli château en Dordogne, bien de chez nous, qui a été construit au 19e siècle, et ce pour en faire leur Maison Blanche. Bon, on pourrait en rire toute la vie, pourtant on aurait tort. Je vous le dis, on aurait tort. La copie à la chinoise ne s'arrête pas là. La copie déploie aussi des stratégies bien plus élaborées que l'imitation pour copier la concurrence. La Chine est un pays qui a beaucoup misé sur la copie, et ce à une échelle structurelle. Et vous savez, il a fallu quelques décennies seulement à la Chine pour sortir d'une très grande pauvreté. Elle n'est pas complètement éradiquée, il leur reste du travail encore dans les campagnes et dans certaines régions plus isolées, mais la grande majorité de la population est sortie de la pauvreté. La Chine a trouvé une forme de souveraineté dans la mondialisation, et elle est devenue une puissance économique mondiale internationale majeure. Partie de très loin, la Chine a connu une montée en puissance économique dès les années 80 suite à l'introduction du libéralisme économique après des décennies de communisme. Le tout s'est mélangé pour finir dans une sorte de socialisme de marché avec une participation importante de l'État au tissu économique. La méthode chinoise de rattrapage doit clairement être une source d'inspiration, notamment pour des pays qui souhaitent ce développement. Il est possible de venir s'inspirer de cette formidable approche innovante de rattrapage qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, en évitant, si possible bien sûr, les écueils autoritaires et les dégâts environnementaux. Alors, que l'on soit dans des pays déjà riches ou dans des pays qui cheminent vers la sortie de la pauvreté, nous ferions mieux de prendre très au sérieux les leviers économiques utilisés par la Chine. Après, on va pas se mentir, il y a des méthodes qui dépassent certains cadres éthiques. Voyons leurs autres stratégies pour copier la concurrence. Je vous laisse vous faire votre avis, mais il y a quand même certaines méthodes pour lesquelles ils vont devoir revoir leur copie. En premier lieu, l'espionnage. La Chine n'est pas le seul pays au monde à pratiquer l'espionnage économique, mais c'est un pays qui l'a déployé à grande échelle et qui a été particulièrement créatif pour trouver des solutions. Alors, petite devinette, quelles sont les méthodes utilisées par la Chine pour faire de l'espionnage industriel? Réponse A, le piratage informatique. Réponse B, le recours à des agents de charme. Waouh. Réponse C, le piratage des affaires laissées dans des hôtels. Eh bien, toutes les réponses étaient bonnes. Il y a aussi la technique du stagiaire, comme cela est arrivé à l'entreprise Convertim en Lorraine. Stagiaire chinois photographie de fond en comble un prototype de moteur à grande vitesse pour navire, qui équipe entre autres la marine française. L'intrus a d'abord essayé de se cacher, puis en se sachant repéré, il a tout simplement joué la carte du mec perdu, cherchant son chemin dans ce hangar, ciel ou vais-je. Dans l'entreprise Valeo, il y a eu aussi le cas d'une stagiaire chinoise qui a copié des fichiers internes sur un disque dur. La police avait trouvé chez elle 6 ordinateurs et 2 disques durs d'une capacité très importante. Et à cela s'ajoutent les traces d'échanges de mails codés avec la Chine, et là, c'est un peu compromettant. Plus simple encore que l'espionnage, il y a aussi le rachat. C'est plus classique, c'est moins vidéogénique, mais ça marche. Avec par exemple le rachat du Club Méditerranée par Fosun pour 1 milliard d'euros, au terme de la plus longue opération d'acquisition boursière de l'histoire de la Bourse de Paris. Mais c'est surtout son ingénieuse politique de transfert de compétences qui repose sur le fait que les entreprises étrangères sont irrésistiblement attiré par le marché interne chinois, qui est un marché, je le rappelle, de plusieurs millions de personnes prêtes à consommer. Et c'est là que la Chine impose sa condition. Faire une co-entreprise avec une entreprise locale. Une co-entreprise, ça consiste en fait à produire un produit ou un service ensemble entre 2 entreprises dans des conditions qui sont définies au préalable. Et là, donc, il va y avoir l'entreprise étrangère et l'entreprise chinoise. Et c'est ce qui s'est passé avec Airbus, qui a fait une co-entreprise avec la Chine et qui a ouvert une ligne d'assemblage de l'avion A320. Mais les Chinois, malins, en profitent pour bénéficier d'un transfert de technologie. Et entre ça et le détournement de l'avion, en à peine 1 an après l'inauguration de la chaîne d'assemblage, l'entreprise chinoise, la Comac, annonce la création d'un concurrent direct de l'A320, 100% fabriqué en Chine. Airbus a ainsi fabriqué son propre concurrent uniquement en l'échange temporaire du marché intérieur chinois. Je dis bien temporaire parce que cela ne va même pas durer, puisque les avions chinois vont certainement remplacer les avions français au sein du marché chinois et au sein du marché international en partie aussi. Je cite,
maintenant le PDG de ADS, la maison mère de l'avionneur, qui dit « La Chine était le premier marché d'Airbus pour les appareils moyens courriers. À la fin de la décennie, elle sera devenue son concurrent. » Ainsi, en échange du marché intérieur chinois, la Chine exige ouvertement du transfert de technologie, mais ils ont encore d'autres méthodes. Les Chinois sont passés maîtres en transfert de compétences et ils déploient des tactiques sous plusieurs formes. Par exemple, ils savent attirer des chercheurs à la retraite qui vont se faire un plaisir de répondre à l'invitation et d'exposer toutes leurs recherches pour donner de l'importance à leur fin de carrière. Et oui, le levier de l'ego. Sachant que la France est un des pays qui investit le plus sur la recherche fondamentale, et bien forcément elle est une cible privilégiée. Mais la palme de la filouterie est attribuée à, ouverture de la lettre, la technique du faux achat. Faire miroiter une grosse commande en demandant l'envoi d'un premier exemplaire, puis ne plus donner de nouvelles après la réception, le copier et concurrencer l'entreprise qui a fait l'envoi, c'est aussi très efficace, et c'est ce qui est arrivé par exemple au robot InBot de l'entreprise ECA Robotics, qui a vu son robot copier et la perspective d'un joli contrat partir en fumée. À ce moment-là de la vidéo, vous vous dites certainement que les Chinois s'en foutent de toute forme de régulation. Vous dites que les Occidentaux ont fait entrer le loup dans la bergerie en leur faisant profiter d'un système économique efficace, mais sans respecter les règles d'un capitalisme régulé. Si on applique un concept de science économique, on pourrait dire que les Chinois seraient des passagers clandestins qui profitent donc des avantages des innovations des autres, sans en payer le prix, puisqu'ils se moquent de la propriété intellectuelle, des brevets et compagnie. On pourrait aussi se dire que se foutre des brevets est un truc de système autoritaire communiste, un peu comme si on utilisait l'argument de l'absence de propriété privée pour piller tous les brevets. Mais si je vous dis que dans le temple du capitalisme se trouve un de ces prophètes modernes qui pourrait vous dire le contraire. Les brevets sont un truc de gros faible, nous dit Elon Musk. Là vous êtes choqués. Pourquoi l'entrepreneur le plus connu au monde qui passe son temps à développer des solutions innovantes ne veut pas les faire protéger? Pour certains, le brevet est vu comme la seule arme pour se protéger des copieurs. En effet, il accorde un monopole de revenus pendant plusieurs années à la personne qui a innové. Mais pour d'autres, il est au contraire vu comme un frein à l'innovation, pour ces mêmes raisons. Et ne croyez pas que cette vision des choses nous vient des Chinois, car eux, ils essaient de défendre paradoxalement les brevets en étant devenus un très gros émetteur de brevets. Les Chinois utilisent beaucoup la copie sans tenir compte des brevets des autres, mais ils n'ont pas franchement une vision très open source du monde. Ils ne prônent pas du tout le libre accès aux inventions, puisque non seulement ils copient à fond, mais ils se mettent aussi à développer à fond les brevets pour se faire de la thune avec les inventions que eux-mêmes ont produites, en recopiant une partie des brevets dont ils n'ont pas honoré les droits chez les autres. En gros, je vais le dire gentiment, ils bouffent un petit peu à toutes les gamelles. Va falloir peut-être à un moment donné bâtir une éthique cohérente sur le sujet, les frérots. La vision selon laquelle il faudrait éradiquer les brevets vient plutôt des philosophies basées sur les communs, voire aussi sur le camp plus libertarien, comme c'est le cas avec Elon Musk. Et notamment en 2014, l'entrepreneur américain a rendu accessibles tous les brevets de son entreprise Tesla. Son objectif est de faire émerger des concurrents pour stimuler la demande de voitures électriques, en faisant monter aussi le standard, le niveau de qualité technologique des véhicules électriques. En gros, il veut que ces innovations se diffusent pour faire monter qualitativement l'ensemble du secteur de l'électrique, au détriment donc du thermique. Dans un mémo envoyé aux employés de Tesla, il estimait aussi que les brevets ne servent qu'à ralentir le progrès, à cimenter les positions de corporations géantes et à enrichir les législateurs plutôt que les véritables inventeurs. Invité dans l'émission Jay Leno's Garage sur CNBC, il s'en est pris très fermement et sans aucune hésitation aux brevets et au système plus général de toute la propriété industrielle. Pourtant, tout a commencé avec une petite question relativement simple de la part de l'intervieweur, qui voulait savoir si SpaceX avait breveté les matériaux utilisés pour construire ses fusées. Et là, Elon Musk n'a pas hésité à lancer « Je me fiche des brevets », avant d'ajouter laconiquement « Les brevets, c'est pour les faibles ». On se rend compte, en regardant l'interview, que c'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur et qui le fait réagir tout de suite. Il est nécessaire de s'arrêter une minute sur cette dimension des brevets pour comprendre ce qui se joue derrière ce système, dont le but est de ralentir la copie en rémunérant les entreprises qui ont innové. Puisque lorsque vous avez proposé une innovation, vous pouvez par la suite déposer un brevet. Vous pouvez bénéficier alors d'un monopole temporaire pour exploiter l'innovation et pour vous faire payer pour l'utilisation par d'autres de cette même innovation. Et même si les brevets ont du bon, en rémunérant la recherche et développement, ils ont aussi deux gros effets pervers. Le premier, c'est le dépôt de brevets abusif. Le deuxième, c'est la négation de l'innovation cumulative.
Commençons par le premier. Alors, le dépôt de brevets abusifs, ce n'est rien d'autre que du troll de brevets. Ce sont des boîtes qui n'ont aucune activité utile et qui se sont procurées des brevets avec comme seul objectif d'engendrer des revenus dans le cadre de contrats de licence avantageux ou de contentieux avec la justice. Leur but, c'est juste de gagner de la thune en faisant chier les innovateurs. Et pour y arriver, les entreprises cachent même leurs brevets pour accuser de contrefaçon d'autres entreprises au moment où celles-ci ont engagé des dépenses très importantes d'innovation. Vous voyez le niveau de perversion dans la tactique. Bon, ça c'est le côté sombre du brevet, mais il y a encore un autre effet pervers. Notre économie repose en très grande majorité sur de l'innovation cumulative, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les inventions des premiers pour développer de nouvelles inventions. Donc si vous êtes l'innovateur ou l'innovatrice de deuxième génération, vous allez devoir attendre l'expiration du brevet du premier pour pouvoir avancer. Et c'est long. C'est ce qui ralentit la vitesse d'innovation. Lorsqu'il s'agit d'avancer sur des défis qui sont prioritaires pour l'humanité, peut-être faut-il limiter les effets pervers des brevets tout en conservant certains avantages. Comme piste de solution, je pense que le système de brevets pourrait être réformé en imitant celui qu'ont trouvé les plateformes de streaming sur la rémunération de la création musicale notamment. Il s'agirait d'être transparent en fait sur l'usage d'une innovation et à partir d'une caisse commune mutualisée, alimentée par l'économie réelle, de rémunérer les innovations qui ont été les plus utilisées et donc de rendre rentable la recherche et développement. Et ce serait indexé sur l'utilité sociale des innovations. Comme ça, chaque utilisateur bénéficierait de toutes les innovations et chaque innovateur percevrait une rémunération en fonction de l'impact de son innovation, de la même façon que l'on rémunère plus les artistes qui sont les plus écoutés sur Spotify ou sur Deezer notamment. Bon, alors si on revient sur notre exemple de l'école, celle-ci nous a vraiment formaté à ne pas recopier. Bien sûr, c'était vrai que le fait de simplement recopier le résultat sans savoir comment le reproduire était parfaitement inutile. Mais il aurait peut-être fallu nous montrer l'intérêt de copier la manière d'arriver à ce résultat. En nous empêchant de recopier, on a peut-être raté aussi la part intéressante et collective de l'apprentissage. Je me rappelle qu'en débarquant en classe préparatoire aux grandes écoles, après avoir fait un BEP technique, cela m'avait beaucoup aidé de comprendre quelle méthode utilisaient mes camarades qui réussissaient. Il ne faut pas copier le résultat des apprentissages, bien sûr, ça n'a aucun intérêt, mais il faut copier les processus d'apprentissage. Et ça, on l'a beaucoup ignoré. Apprendre à remonter du résultat à l'intention, cela revient à monter sur l'épaule d'un géant pour voir encore plus loin. Et ça permet d'apprendre à nous aussi devenir potentiellement ce géant. On ne nous a jamais appris à bien copier. Et c'est peut-être une grosse connerie de la part du système scolaire. Et c'est vraiment une des compétences dans la recherche de solutions qui nous manque aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai décidé d'utiliser une méthode que les Chinois n'ont pas encore testée. Tenez-vous bien, c'est en avant-première. Je voulais vous parler de l'intérêt d'améliorer vos compétences en résolution de problèmes et en recherche de solutions, puisque c'est le cœur de mes vidéos. J'étais en train d'y réfléchir, je me disais quel argument je vais trouver quoi. Quand j'ai pensé à l'IA de chat, l'IA de GPT, dont nous parlons toutes et tous en ce moment, et je lui ai posé la question. Et franchement, j'ai été bluffé, je vous le dis. Donc je vais la recopier directement. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être aussi vous convaincre de l'intérêt de vraiment être meilleur en résolution de problèmes. Donc voilà ce qu'elle nous dit. La résolution de problèmes est une compétence importante à apprendre, car elle peut vous aider à aborder et à résoudre efficacement les défis de la vie quotidienne. Cela peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées, à trouver des solutions créatives à des problèmes complexes et à gérer les solutions difficiles de manière plus efficace. Je vous jure que j'ai vraiment pris tout le texte. Elle continue. En outre, en plus elle dit ça bien quoi. En outre, la résolution de problèmes fait partie intégrante de nombreux métiers et domaines professionnels, y compris la technologie, l'ingénierie, la gestion des affaires et bien d'autres. Ainsi, en développant vos compétences en résolution de problèmes, vous pourrez vous préparer à réussir dans votre carrière et à vous démarquer sur le marché du travail. Ouais, elle est partie super loin, c'est assez stylé quoi. Enfin, la résolution de problèmes est une compétence utile pour votre bien-être personnel. Elle vous permet de gérer les défis de la vie de manière plus efficace et de vous sentir plus confiant et en contrôle de votre vie. En concevant les solutions, nous pouvons améliorer la qualité de vie de notre entourage et de notre communauté. Nous pouvons créer des produits ou des services qui facilitent la vie des gens, ou trouver les moyens de résoudre des problèmes environnementaux ou sociaux, et imaginer des futurs meilleurs. C'est classe quand même. J'ai donc décidé d'arrêter de bosser et j'ai confié à cette IA le pitch de toutes mes futures vidéos, et à ce rythme-là, elle va même finir par écrire mes scripts. Non, vraiment, j'ai été bluffé. Mais de la même façon qu'on pourrait utiliser cette IA pour nous inspirer, notamment dans l'avenir, il faut se dire que la copie ne fait pas tout. Et la copie peut quand même faire beaucoup. L'épaule du géant, rappelez-vous. À l'image des peintres qui apprennent la technicité grâce à la reproduction des toiles de maître, ici c'est tout un pays, la Chine, qui a appris à s'élever au plus haut niveau
en reproduisant les meilleures productions du monde entier. Alors plutôt que de se contenter de s'indigner face à la copie, voyons ce que l'on peut en apprendre pour l'utiliser dans nos vies ou encore dans les organisations auxquelles nous prenons part et peut-être même aussi dans la gestion des économies nationales. Rappelons-nous aussi que la réalité est rarement aussi simple que méchant contre gentil. Savez-vous comment on peut copier des objets de façon efficace une fois qu'on se les est procurés? Je ne le savais pas non plus. Reprenons maintenant le fil de notre histoire avec ce fameux avion qui a disparu pendant plusieurs semaines. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, il faut comprendre comment on copie des objets. Voici une première modalité de la copie qui s'appelle la rétro-ingénierie. Non, ne partez pas, je vous assure que c'est simple et qu'en plus, il y a un super jouet à la clé. Le principe de la rétro-ingénierie des objets physiques est simple. Il repose sur le recueil d'un nuage de points issu de la surface des objets scannés numériquement ou touchés mécaniquement avec des capteurs, grâce à ce type d'appareil dont vous voyez ici une démonstration. Le nuage de points peut ensuite être traité par des logiciels de reconstruction de surface, permettant d'abord de construire un modèle polygonal. Le tout est ensuite exporté vers un logiciel de conception assisté par ordinateur. Grâce à ces derniers, l'objet défini numériquement pourra être modifié, étudié, copié ou adapté à son environnement et à d'autres besoins le cas échéant. Donc le but c'est vraiment de partir du résultat final et d'essayer de comprendre comment il a été fabriqué jusqu'à remonter à l'intention, concept de base. Petit rappel, s'agissant du concept de base d'un outil, c'est souvent sa fonction. Le concept du marteau, c'est d'abord d'enfoncer des clous, même si on peut détourner l'usage, bien évidemment. Vous pouvez faire cela avec des objets physiques, mais vous pouvez aussi faire ça avec des objets numériques, des politiques publiques, des services, des créations artistiques, etc. Il s'agit d'utiliser d'autres outils, bien sûr, mais basiquement, on peut faire de la rétroconception avec tout. Le Vélib, par exemple, est un service qui était une copie parisienne du service lyonnais Vélove. Alors, est-ce que c'est une aussi bonne copie que l'original? Ça, c'est une autre question, je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Et avec la rétro-ingénierie, vous pouvez copier les meilleurs. Il est donc clair que le recopiage fait intrinsèquement partie du succès de la Chine. L'agilité, l'opportunisme et le pragmatisme en matière de copie des Chinois est très évident dans le secteur militaro-industriel. Au début, les Chinois achetaient des armes aux Russes. Ils les ont copiés, et maintenant ils ne leur achètent quasiment plus rien, et en plus ils vont concurrencer directement leur marché. Après avoir copié ce qu'ils avaient sous la main, ils passent maintenant à la vitesse supérieure, et ils copient les meilleurs dans le domaine, c'est-à-dire les Américains. Et ils vont même jusqu'à s'approprier les nouvelles stratégies, en copiant l'emblème de la liaison air-sol, le drone avec la copie parfaite par exemple de ce drone américain, le XQ-98A Valkyrie, dont la copie s'appelle, je suis sûr que ça vous passionne, le FH-97. La Chine se taillant désormais une très belle part du marché mondial de la vente d'armes. Et on retrouve cette dynamique dans d'autres secteurs de pointe comme la téléphonie, parce qu'ensuite vous pouvez même vous offrir le luxe d'améliorer le produit pour battre la concurrence. Ce que l'entreprise chinoise Huawei a fait, il y a quelques années, elle a utilisé le modèle d'Apple, mais en fait, elle a rapidement réussi à l'améliorer et à faire en sorte que ses appareils photo soient bien supérieurs à ceux du modèle d'Apple. Vous l'aurez compris. Tout l'intérêt est là. Avancez très très vite en copiant les meilleurs pour se situer très rapidement au niveau de la compétition internationale et garantir des débouchés et de la richesse pour la nation chinoise. Et ça, ça n'a pas plu au père Donald. Donald Trump qui a fait interdire, au motif de la sécurité interne, les téléphones Huawei et les matériels Huawei 5G. En gros, le prétexte est de dire qu'il pourrait y avoir des applis espions dessus pour empêcher ces produits chinois d'être achetés par des Américains, donc de pénétrer ainsi le marché américain. Difficile de dire si c'est une protection du marché ou une préservation de la souveraineté en préservant la capacité à fabriquer cet objet devenu stratégique qu'est le téléphone. Sûrement un mélange des deux, mais puisque les téléphones ne sont pas fabriqués à 100% sur le sol américain, quand même une bonne part de protectionnisme dans la démarche. Ce fut d'ailleurs l'une des dernières mesures qu'il a fait avant de quitter la présidence. Peut-être que Trump voit dans cette tactique une façon de permettre aux États-Unis de rester les meilleurs. Mais est-ce que c'est une bonne méthode? Franchement, j'en doute. La Chine n'est pas une démocratie et on peut légitimement se poser la question de la pertinence de la laisser courir en tête de l'économie mondiale et en plus, grâce à ça, de prendre un certain leadership politique. Ça, c'est un vrai sujet. Mais est-ce que c'est vraiment en empêchant les autres de les copier que les États-Unis vont rester les meilleurs? On peut en douter. Tout le monde n'est pas de cet avis, et encore moins la star des entrepreneurs Elon Musk, comme nous l'avons vu dans sa position sur les brevets. Du coup se pose une question. Devrions-nous copier la façon dont les Chinois copient les meilleurs? Franchement, je pense que oui. En essayant de trouver des façons éthiques de le faire, bien sûr. La copie existe certainement depuis la première invention.
Elle est une pratique presque aussi vieille que l'humanité. Dès que les humains ont commencé à fabriquer des objets, d'autres humains les ont copiés. Schumpeter, un grand économiste qui parvient à expliquer les évolutions des cycles économiques, en a fait un point clé de son analyse. Avec l'innovation, donc oui, il est utile de copier, imiter, s'inspirer, rétroconcevoir, benchmarker, parangonner. En fait, cela permet aux différents acteurs d'avancer plus vite et de manière plus systémique, de diffuser plus grandement l'innovation et de progresser plus massivement. Quand il s'agit de répondre aux grands défis du XXIe siècle, en finissant par exemple d'éradiquer la pauvreté, en décarbonant la production de richesses et en préservant la biodiversité, cette accélération d'innovation est la bienvenue. Alors oui, copions pour dépasser, oui, copions pour progresser. La Chine elle, a un terreau culturel favorable à la copie, avec une moins forte croyance dans l'innovation de rupture. En Occident, l'individualisme ambiant manque parfois d'humilité. On ne se dit pas assez que ce qu'une personne va apporter va être assez limité, mais qu'apporter déjà un petit quelque chose à notre petite échelle, c'est déjà très bien, n'est-ce pas ? Apporter quelque chose de génial et rare, il faut sacrifier énormément pour en arriver là. Il faut sacrifier pour maîtriser les compétences, pour pousser le travail d'un ou d'une prédécesseur plus loin, ce qui explique que cela arrive rarement. Vous pensez que vos idées sont uniques, et c'est très certainement faux. Vous êtes juste une victime de la modernité. Un des travers de la modernité consiste à nous faire partager l'idéologie selon laquelle, si nous n'avons pas eu l'idée, elle n'est pas digne que nous nous mettions en mouvement pour elle. Mais quel narcissisme que de croire que nous allons constamment avoir nos propres idées, c'est absolument impossible. Et cela reviendrait à créer une humanité qui n'avancerait pas, et qui repartirait de zéro à chaque naissance. Évidemment que l'on s'appuie sur le travail de nos ancêtres, sur leurs idées, que l'on peut critiquer bien sûr, et même améliorer. Mais franchement, il y a beaucoup de startups qui dépensent beaucoup d'énergie à faire croire qu'elles ont fait une innovation de rupture, là où en fait elles ont juste fait une amélioration, et c'est déjà très bien. Et plus on vise un objectif clair, plus il nous faut être pragmatique. Cette idéologie qui nous pousse à ne soutenir que nos propres idées, aveuglées par la croyance qu'il s'agirait là de la preuve de notre grandeur et de notre liberté, eh bien elle nous conduit tout simplement à l'inaction ou à l'oubli de la dette existentielle que nous avons envers la copie. Nous sommes toutes et tous, au départ, un mélange de copies génétiques et culturelles. Donc pour être pragmatique, il nous faut assumer cette copie, et à plus forte raison si l'on souhaite l'améliorer. De la même façon, si l'on veut continuer à faire société, il nous faut aussi assumer que l'on puisse se mettre au service d'une idée qui n'est pas forcément la nôtre au départ, mais que l'on choisit par faire sienne. Cela n'a pas d'importance quand on priorise d'abord le résultat. Voilà un enseignement que je retiens de la copie chinoise. Et nous ne devons pas nous cacher derrière le fait que personne ne nous a appris à copier. Il va simplement nous falloir rattraper le retard et apprendre à copier. Cela peut se passer dans sa vie, avec des personnes qui nous inspirent au quotidien, ou qui ont réussi particulièrement bien à trouver des solutions à certaines problématiques qui nous sont chères. Cela peut concerner un collectif, quel qu'il soit, même une équipe de sport, comme j'ai pu en parler dans la vidéo sur les 3 échelles par exemple. Cela peut aussi aller jusqu'à une nation, copiant des solutions de politique publique qui marchent dans d'autres pays, jusqu'à une humanité tout entière, qui cultive un lien commun autour de la copie, afin de progresser ensemble. Voilà, en un mot commençant, vive la République, vive la copie, vive la France et vive l'humanité. A bientôt pour une nouvelle vidéo de Faire Société. Ne partez pas tout de suite. Je n'ai pas pu vous parler d'une dernière dimension relative à la Chine. Je sais, j'abuse, on va dire que je ne sais pas m'arrêter, mais je trouvais que le propos aurait été incomplet sans ça. Laissez-moi une petite chance, ça dure pas longtemps. Il y a une dimension importante que la Chine n'a pas encore copiée, et cette dimension, c'est la démocratie. Combien de temps cela va-t-il tenir ? Faut voir. Mais dites-vous qu'une partie du peuple chinois s'est rebellée dernièrement en manifestant contre le dispositif Zéro Covid, qui leur semble être une privation de liberté énorme, même dans leur référentiel culturel. Dès qu'il y a une suspicion Covid, les personnes sont enfermées dans des immeubles qui sont fermés, la porte est parfois même soudée, de sorte à ne laisser aucune issue. Les rues sont fermées par des barrières, les autorités ont même laissé parfois les occupants mourir de faim ou mourir dans un incendie, les habitants ayant brûlé vifs, étant dans l'incapacité de pouvoir quitter l'immeuble. C'est allé très 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 loin. Le contrat social avec le régime autoritaire du Parti communiste tenait principalement au fait que le peuple chinois, en fait, il échange sa liberté politique, sa liberté d'expression, sa liberté des mœurs, contre une croissance économique forte. Mais ces derniers temps, ce contrat a été rompu avec une croissance économique plus faible. D'où le fait que certains citoyens et citoyennes risquent gros pour aller manifester. Mais c'est un fait incroyable, le régime a plié. Il a décidé de réduire son dispositif de privation de liberté en minimisant la politique zéro Covid. Cela présage-t-il de la démocratie ? Non, il ne faut pas s'emballer trop non plus, mais disons que cela présage l'arrivée d'un nouvel acteur sur la scène politique, et cet acteur c'est l'opinion publique. En tout cas,
le régime chinois n'a pas très envie de nous copier là-dessus pour le moment. Peut-être que s'il y avait un brevet de la propriété intellectuelle sur la démocratie, je serais plus tenté de le copier. Bon allez, cette fois-ci, c'est la vraie fin. Salut et à bientôt.